Fermez les yeux pendant 3 secondes. Ouvrez-les. Ces 3 secondes que vous venez de vivre n'existent pas de la même manière partout dans l'univers. En ce moment même, à la surface d'une étoile à neutrons située à 1000 années-lumière d'ici, ces 3 secondes se sont écoulées en 2 secondes et demie. Près de l'horizon d'un trou noir supermassif au centre de notre galaxie, ces 3 secondes se sont transformées en une fraction infinitésimale de secondes. Et pour quelqu'un franchissant cet horizon, ces 3 secondes que vous venez de vivre pourraient représenter l'éternité entière de l'univers observable. Le temps n'est pas ce que vous croyez. Il n'est pas universel. Il n'est pas constant. Il n'est même pas réel de la manière dont nous l'imaginons. En 1915, Albert Einstein a publié sa théorie de la relativité générale, un ensemble d'équations qui ont fondamentalement transformé notre compréhension de la réalité. Mais il y avait un problème. Quelques mois plus tard, un physicien allemand nommé Karl Schwarzschild, servant sur le front russe pendant la Première Guerre mondiale, a trouvé la première solution exacte aux équations d'Einstein. Cette solution décrivait quelque chose d'absolument terrifiant, un objet si dense que même la lumière ne pourrait s'en échapper. Einstein lui-même a refusé de croire que de tels objets pouvaient exister dans la nature. Il a passé des années à essayer de prouver qu'ils étaient impossibles. Il avait tort. Les trous noirs sont réels. Et ce qu'ils font au temps est encore plus étrange que tout ce qu'Einstein aurait pu imaginer. Imaginez que vous êtes debout au bord d'une rivière. L'eau coule devant vous à une vitesse constante, disons 3 km/h. Vous lancez un petit bateau en papier dans le courant. Le bateau dérive doucement vers l'aval. Maintenant, imaginez que vous marchez le long de la berge, à 4 km/h, dans la direction opposée au courant. Vous dépassez facilement le bateau. Vous remontez la rivière. C'est simple, c'est intuitif. Maintenant, imaginez quelque chose d'extraordinaire. Que se passerait-il si la rivière elle-même commençait à couler de plus en plus vite à mesure que vous avancez ? À 10 km/h, à 50 km/h, à 100 km/h. À un moment donné, peu importe la vitesse à laquelle vous marchez, vous ne pourriez plus remonter le courant. Vous seriez emporté vers l'aval, même en marchant dans la direction opposée. C'est exactement ce qui se passe avec l'espace-temps près d'un trou noir. Mais au lieu d'eau, c'est l'espace lui-même qui coule, et c'est pas une métaphore. L'espace-temps se déplace littéralement, physiquement, vers le centre du trou noir. Cette idée révolutionnaire a été développée dans les années 1950 et 60 par des physiciens comme John Wheeler à l'université de Princeton. Wheeler, qui a d'ailleurs inventé le terme trou noir en 1967, aimait dire que l'espace-temps n'est pas simplement l'arène où se déroulent les événements. L'espace-temps est un acteur dynamique, un fluide qui peut se courber, se tordre et même s'écouler. Revenons à notre rivière. Loin du trou noir, l'espace-temps coule lentement, presque imperceptiblement. La Terre, par exemple, crée une légère courbure dans l'espace-temps, un petit tourbillon dans le tissu cosmique. C'est ce que nous appelons la gravité. Mais ce tourbillon est minuscule. L'espace-temps autour de la Terre coule à environ 7 km/s vers le centre de notre planète. Cela semble rapide, mais c'est infinitésimal comparé à la vitesse de la lumière, qui est de presque 300 000 km/s. La lumière peut facilement s'échapper de la Terre. Nous pouvons voir les étoiles. Les étoiles peuvent nous voir. Maintenant, compressez toute la masse de la Terre dans une sphère de la taille d'une bille, environ 1 cm de diamètre. L'espace-temps autour de cette bille commencerait à couler beaucoup plus vite. Compressez la masse du Soleil, qui est 333 000 fois plus massive que la Terre, dans une sphère de seulement 3 km de rayon. L'espace-temps à la surface de cette sphère coulerait à exactement la vitesse de la lumière. C'est l'horizon des événements. C'est la frontière du trou noir. C'est le point de non-retour. Voici ce qui est absolument crucial à comprendre. À l'horizon des événements, l'espace-temps lui-même se déplace vers l'intérieur à la vitesse de la lumière. Pas plus lent, exactement à la vitesse de la lumière. Cela signifie que même un photon, voyageant à la vitesse maximale autorisée par l'univers, ne peut pas s'échapper. Ce n'est pas parce que le photon manque d'énergie, c'est parce que l'espace lui-même dans lequel le photon voyage
est emporté vers l'intérieur plus vite que le photon ne peut voyager vers l'extérieur. Imaginez courir sur un tapis roulant qui se déplace exactement à votre vitesse maximale de course, mais dans la direction opposée. Peu importe l'effort que vous fournissez, vous restez au même endroit. C'est ce qui arrive à la lumière à l'horizon des événements. Mais voici où les choses deviennent vraiment étranges. Le temps et l'espace ne sont pas des entités séparées. Ils sont intimement liés dans ce que nous appelons l'espace-temps. Quand l'espace coule, le temps coule avec lui. Et près d'un trou noir, le temps ne coule pas de la même manière pour tout le monde. Imaginons une expérience. Vous avez 2 horloges atomiques parfaitement synchronisées, précises à la nanoseconde près. Vous en gardez une avec vous, en sécurité loin du trou noir. Vous envoyez l'autre horloge avec un ami courageux qui s'approche de l'horizon des événements d'un trou noir supermassif, disons celui au centre de notre galaxie, Sagittarius A étoile, qui a une masse de 4 millions de fois celle du Soleil. Votre ami s'arrête à une distance très proche de l'horizon, disons à seulement quelques kilomètres au-dessus, et reste là, maintenu en position par des fusées puissantes qui luttent contre l'attraction gravitationnelle. Vous regardez votre ami à travers un télescope puissant, vous voyez son horloge. Et vous remarquez quelque chose d'extraordinaire. Son horloge tourne plus lentement que la vôtre. Beaucoup plus lentement. Si vous attendez 1 heure selon votre horloge, l'horloge de votre ami pourrait n'avoir avancé que de quelques minutes, ou quelques secondes. Ou, s'il est suffisamment proche de l'horizon, quelques fractions de secondes. Ce n'est pas une illusion d'optique, ce n'est pas un dysfonctionnement de l'horloge. Le temps lui-même s'écoule plus lentement pour votre ami. Cette dilatation temporelle a été prédite par Einstein et confirmée par d'innombrables expériences. En 1971, les physiciens Joseph Haffel et Richard Keating ont placé des horloges atomiques à bord d'avions commerciaux et les ont fait voler autour du monde. Quand ils ont comparé ces horloges avec des horloges identiques restées au sol, ils ont trouvé une différence mesurable, exactement comme Einstein l'avait prédit. Les horloges en vol avaient vieilli différemment. Le temps n'est pas absolu. Il dépend de où vous êtes et de comment vous vous déplacez. Mais près d'un trou noir, cet effet devient extrême. Imaginons maintenant que votre ami décide de franchir l'horizon des événements. Il coupe ses fusées et commence à tomber. Du point de vue de votre ami, tout semble normal. Il regarde son horloge, elle tourne normalement, 1 seconde par seconde. Il regarde autour de lui. L'espace semble étrange, déformé par la courbure extrême, mais il ne ressent rien de particulier au moment où il franchit l'horizon. Il n'y a pas de mur, pas de barrière physique, juste un point dans l'espace où l'attraction devient irrésistible. Mais du pas votre point de vue, quelque chose de complètement différent se produit. Vous regardez votre ami tomber. Il s'approche de l'horizon. Il ralentit. De plus en plus. Son horloge ralentit. Sa respiration ralentit. Ses mouvements deviennent de plus en plus lents, comme un film au ralenti qui ralentit encore et encore. Et puis, juste au moment où il atteint l'horizon, il s'arrête. Complètement. Figé dans le temps. Vous attendez 1 minute, 1 heure, 1 jour, 1 an, 1 million d'années. Votre ami reste là, gelé à l'horizon, comme une image fixe dans un film qui ne reprendra jamais. Ce n'est pas une illusion. Du point de vue de l'univers extérieur, votre ami ne franchit jamais l'horizon. Il reste là pour l'éternité. Le temps pour lui, vu de l'extérieur, s'est arrêté. Complètement. Infiniment. Pour toujours. Comment est-ce possible ? Comment le temps peut-il s'arrêter ? La réponse réside dans la nature même de ce qu'est le temps. Nous pensons au temps comme à quelque chose d'universel, une horloge cosmique qui tic-tac de la même manière partout dans l'univers. Mais ce n'est pas vrai. Le temps est local. Le temps est relatif. Le temps dépend de la structure de l'espace-temps autour de vous. Pensez à l'espace-temps comme un tissu élastique. Quand vous placez une masse sur ce tissu, il se déforme, créant une dépression. Plus la masse est grande, plus la dépression est profonde.
La Terre crée une petite dépression. Le Soleil crée une dépression plus grande. Un trou noir crée une dépression si profonde qu'elle devient un puits sans fond, un gouffre dans le tissu de la réalité. Maintenant, voici la partie cruciale. Le temps s'écoule plus lentement dans les régions où l'espace-temps est plus courbé. C'est une conséquence directe des équations d'Einstein. Au fond d'un puits gravitationnel, le temps ralentit. Et à l'horizon d'un trou noir, où la courbure devient infinie du point de vue d'un observateur extérieur, le temps s'arrête complètement. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui cause cette dilatation temporelle ? Pour comprendre cela, nous devons plonger plus profondément dans la nature de l'espace-temps. En 1908, le mathématicien Hermann Minkowski, qui avait été le professeur d'Einstein, a présenté une idée révolutionnaire. Il a proposé que l'espace et le temps ne sont pas des entités séparées, mais deux aspects d'une seule réalité quadridimensionnelle, l'espace-temps. Dans cette vision, un événement n'est pas simplement un point dans l'espace à un moment donné. C'est un point dans l'espace-temps, avec 3 coordonnées spatiales et une coordonnée temporelle. Dans l'espace-temps plat, loin de toute masse, ces 4 dimensions sont équilibrées. Vous pouvez vous déplacer librement dans les 3 dimensions spatiales, et le temps s'écoule de manière constante. Mais quand l'espace-temps est courbé par une masse, cet équilibre est perturbé. Les dimensions spatiales et la dimension temporelle s'entremêlent de manière complexe. Plus la courbure est forte, plus cet entremêlement est prononcé. Près d'un trou noir, quelque chose d'extraordinaire se produit. À l'horizon des événements, les rôles du temps et de l'espace s'inversent partiellement. À l'extérieur de l'horizon, vous pouvez vous déplacer librement dans l'espace, mais vous êtes obligé de vous déplacer vers l'avant dans le temps. Vous ne pouvez pas revenir en arrière dans le temps, tout comme vous ne pouvez pas empêcher demain d'arriver. Mais à l'intérieur de l'horizon, la direction vers le centre du trou noir devient comme la direction du futur. Vous ne pouvez pas éviter de vous déplacer vers le centre, tout comme vous ne pouvez pas éviter de vous déplacer vers le futur. Le centre du trou noir n'est pas simplement un lieu dans l'espace. C'est un moment dans votre futur inévitable. Cette inversion a des conséquences profondes pour le temps. À l'horizon, du point de vue d'un observateur extérieur, le temps se dilate infiniment. Une seconde à l'horizon correspond à une éternité à l'extérieur. C'est pourquoi votre ami semble figé. Ce n'est pas qu'il a arrêté de bouger, c'est que son temps s'est tellement dilaté par rapport au vôtre que son mouvement devient infiniment lent de votre perspective. Mais il y a un autre aspect fascinant à considérer, la lumière. Quand votre ami tombe vers l'horizon, il émet de la lumière, des photons qui voyagent vers vous. Mais ces photons doivent lutter contre l'espace-temps qui coule vers l'intérieur. Plus votre ami s'approche de l'horizon, plus les photons qu'il émet mettent du temps à vous atteindre. Ils sont étirés, leur longueur d'onde augmente, ils deviennent plus rouges. C'est ce qu'on appelle le décalage vers le rouge gravitationnel. À mesure que votre ami approche de l'horizon, les photons qu'il émet deviennent de plus en plus rouges. Ils passent du visible à l'infrarouge, puis aux micro-ondes, puis aux ondes radio. Finalement, juste avant qu'ils n'atteignent l'horizon, les photons sont tellement étirés que leur longueur d'onde devient infinie. Ils n'ont plus d'énergie. Ils cessent d'exister en tant que photons détectables. Votre ami disparaît, non pas parce qu'il a franchi une barrière, mais parce que la lumière qu'il émet ne peut plus vous atteindre. Il s'efface dans l'obscurité, figé pour toujours à l'horizon du point de vue de l'univers extérieur. Cette asymétrie entre les perspectives est l'un des aspects les plus troublants des trous noirs. Pour votre ami tombant, le voyage à travers l'horizon prend un temps fini. Pour un trou noir de la masse de Sagittarius A étoile, il pourrait franchir l'horizon en quelques heures selon son horloge. Mais pour vous, observant de l'extérieur, ce franchissement prend une éternité. Littéralement. Vous pourriez attendre jusqu'à la fin de l'univers, et vous ne verriez jamais votre ami franchir complètement l'horizon. Cela soulève une question philosophique profonde. Qu'est-ce qui est réel ? La perspective de votre ami, pour qui le franchissement est rapide et sans incident ? Ou votre perspective, pour qui le franchissement ne se produit jamais ? La réponse, selon la relativité, est que les deux perspectives sont également réelles. Il n'y a pas de point de vue privilégié.
Il n'y a pas d'horloge universelle qui détermine ce qui se passe quoi-temps. La réalité dépend de l'observateur. Cette idée était profondément troublante pour de nombreux physiciens du XXe siècle. En 1939, Robert Oppenheimer, qui deviendrait plus tard célèbre pour son rôle dans le développement de la bombe atomique, a publié un article avec son étudiant Hartland Snyder. Ils ont montré mathématiquement qu'une étoile suffisamment massive qui s'effondre formerait un trou noir, et que du point de vue d'un observateur extérieur, cet effondrement ralentirait asymptotiquement, s'approchant de l'horizon, mais ne le franchissant jamais. L'étoile serait figée dans le temps, gelée à l'horizon pour l'éternité. Mais Oppenheimer et Snyder ont également montré que du point de vue de la matière de l'étoile elle-même, l'effondrement se poursuivrait sans entrave. La matière franchirait l'horizon et continuerait vers le centre, vers ce qu'on appelle la singularité, un point de densité infinie où les lois de la physique telles que nous les connaissons cessent de fonctionner. Deux réalités, deux histoires, toutes deux vraies, toutes deux incompatibles. Toutes deux conséquences inévitables des équations d'Einstein. Pendant des décennies, les physiciens ont débattu de ce paradoxe apparent. Comment quelque chose peut-il à la fois franchir l'horizon et ne jamais le franchir ? La résolution réside dans la compréhension que le temps n'est pas une entité unique et universelle. Le temps est une coordonnée dans l'espace-temps, et différentes coordonnées temporelles peuvent être utilisées pour décrire les mêmes événements. C'est comme décrire la position d'une ville en utilisant différents systèmes de coordonnées géographiques. La ville est au même endroit, mais ses coordonnées changent selon le système que vous utilisez. Pour un observateur extérieur, il est naturel d'utiliser un système de coordonnées temporelles qui s'étend à l'infini dans le futur, mais qui devient infiniment dilaté à l'horizon. Dans ce système, l'horizon n'est jamais atteint. Pour un observateur tombant, il est naturel d'utiliser un système de coordonnées temporelles qui traverse l'horizon sans problème. Dans ce système, l'horizon est franchi en un temps fini. Les deux descriptions sont correctes, elles décrivent simplement les mêmes événements en utilisant différentes coordonnées. Mais cela ne rend pas le phénomène moins étrange. Imaginez que vous puissiez communiquer avec votre ami alors qu'il tombe. Vous lui envoyez des signaux radio. Au début, il les reçoit normalement. Mais à mesure qu'il s'approche de l'horizon, quelque chose d'étrange se produit. Les signaux que vous envoyez arrivent de plus en plus rapidement de son point de vue. Vous envoyez un signal par seconde selon votre horloge, mais pour lui, ces signaux arrivent de plus en plus vite. 2 par seconde, 10 par seconde, 100 par seconde, 1000 par seconde. Juste avant qu'il ne franchisse l'horizon, il reçoit tous les signaux que vous enverrez jamais dans le futur infini de l'univers, compressés en quelques secondes de son temps. Il voit l'univers entier vieillir et mourir en un éclair. Les étoiles naissent et meurent, les galaxies fusionnent et se dispersent, l'univers s'étend et se refroidit. Tout cela se déroule devant ses yeux en quelques instants, comme un film en accéléré poussé à l'extrême. C'est la conséquence ultime de la dilatation temporelle. Le temps à l'horizon n'est pas simplement ralenti, il est connecté à l'éternité de l'univers extérieur. Franchir l'horizon, c'est se déconnecter du temps cosmique, entrer dans une région où le passé, le présent et le futur de l'univers extérieur sont tous compressés en un seul instant. Cette vision a été développée dans les années 1950 et 60 par des physiciens comme David Finkelstein, qui a introduit de nouvelles coordonnées permettant de décrire l'intérieur du trou noir de manière cohérente. Ces coordonnées, appelées coordonnées de Finkelstein, montrent clairement que l'horizon n'est pas une barrière physique, mais simplement une surface dans l'espace-temps où les cônes de lumière, qui représentent les directions possibles de voyage pour la lumière et la matière, basculent complètement vers l'intérieur. Pensez aux cônes de lumière comme à des cônes de possibilités. À chaque point de l'espace-temps, il y a un cône qui pointe vers le futur, représentant toutes les directions dans lesquelles vous pourriez voyager. Loin d'un trou noir, ce cône est large et ouvert. Vous pouvez vous déplacer dans presque n'importe quelle direction spatiale. Mais à mesure que vous vous approchez de l'horizon, le cône se rétrécit et s'incline vers le trou noir. À l'horizon, le cône pointe directement vers l'intérieur. Toutes les directions futures mènent vers le centre.
il n'y a plus de chemin vers l'extérieur. Pas parce que vous manquez de vitesse, mais parce que l'extérieur n'est plus dans votre futur. Il est dans votre passé. Cette inclinaison des cônes de lumière n'est pas une abstraction mathématique. C'est une description précise de ce qui arrive à la causalité elle-même près d'un trou noir. La causalité, le principe selon lequel les causes précèdent les effets, dépend de la structure de l'espace-temps. Et près d'un trou noir, cette structure est si déformée que la causalité elle-même est tordue, pliée, dirigée inexorablement vers l'intérieur. Mais voici une question fascinante. Si personne ne peut jamais voir quelque chose franchir l'horizon d'un trou noir, comment savons-nous que les trous noirs existent vraiment ? Comment pouvons-nous être sûrs que ces objets ne sont pas simplement des étoiles figées en train de s'effondrer, gelées pour toujours juste au-dessus de l'horizon ? La réponse réside dans ce que nous pouvons observer indirectement. Et ces observations sont spectaculaires. En avril 2019, une équipe internationale de plus de 200 scientifiques a publié la première image directe d'un trou noir. Pas Sagittarius A étoile au centre de notre galaxie, qui est relativement petit et entouré de matière turbulente difficile à observer, mais un trou noir géant au centre de la galaxie Messier 87, situé à 55 millions d'années-lumière de la Terre. Ce trou noir a une masse de 6 milliards et 500 millions de fois celle du Soleil. Son horizon des événements a un diamètre d'environ 40 milliards de kilomètres, plus de 250 fois la distance entre la Terre et le Soleil. L'image montre un anneau brillant de lumière entourant une région sombre centrale. Cet anneau n'est pas l'horizon lui-même. C'est la lumière émise par la matière chauffée à des températures extrêmes alors qu'elle spirale vers le trou noir. Cette matière forme ce qu'on appelle un disque d'accrétion, un tourbillon de gaz et de poussière qui orbite autour du trou noir avant de plonger vers l'horizon. La région sombre au centre, qu'on appelle l'ombre du trou noir, est environ 2,5 fois plus grande que l'horizon lui-même. C'est la région où la gravité est si forte que même la lumière qui passe à proximité est capturée et déviée vers l'intérieur. Cette image est extraordinaire pour plusieurs raisons. D'abord, elle confirme de manière spectaculaire les prédictions de la relativité générale. La forme de l'ombre, sa taille par rapport à la masse du trou noir, la distribution de la lumière autour de l'anneau, tout correspond précisément à ce que les équations d'Einstein prédisent. Mais plus important encore, cette image nous montre quelque chose de profond sur la nature du temps près d'un trou noir. Regardez attentivement l'anneau de lumière. Il n'est pas uniformément brillant. Un côté est plus lumineux que l'autre. Pourquoi ? Parce que le disque d'accrétion tourne. D'un côté, la matière se déplace vers nous, de l'autre côté, elle s'éloigne de nous. La matière qui se déplace vers nous émet une lumière qui est décalée vers le bleu, rendue plus énergétique par l'effet Doppler. La matière qui s'éloigne émet une lumière décalée vers le rouge, moins énergétique. Mais il y a un autre effet, beaucoup plus subtil et beaucoup plus profond. La dilatation temporelle gravitationnelle. La matière dans le disque d'accrétion orbite très près de l'horizon, dans une région où l'espace-temps est extrêmement courbé. Le temps pour cette matière s'écoule beaucoup plus lentement que pour nous, observant de loin. Cela signifie que les processus physiques dans le disque, l'émission de lumière, les collisions entre particules, tout se déroule au ralenti de notre point de vue. La lumière émise est étirée, sa fréquence diminuée, son énergie réduite. C'est un décalage vers le rouge gravitationnel, distinct du décalage Doppler causé par le mouvement. Quand les scientifiques analysent la lumière de ces disques d'accrétion, ils peuvent mesurer ce décalage vers le rouge gravitationnel. Et ce qu'ils trouvent est remarquable. La lumière émise par la matière orbitant juste au-dessus de l'horizon est décalée vers le rouge d'un facteur qui peut atteindre 2, 3 ou même plus. Cela signifie que le temps pour cette matière s'écoule 2 ou 3 fois plus lentement que pour nous. Une seconde là-bas correspond à 2 ou 3 secondes ici. Et cela, c'est juste au-dessus de l'horizon. À l'horizon lui-même, le facteur devient infini. Mais il y a quelque chose d'encore plus étrange. En 1963, le mathématicien néo-zélandais Roy Kerr a trouvé une solution aux équations d'Einstein qui décrit un trou noir en rotation.
Presque tous les trous noirs dans l'univers tournent, car ils se forment à partir d'étoiles ou de nuages de gaz qui tournaient déjà. Et un trou noir en rotation fait quelque chose d'absolument extraordinaire à l'espace-temps. Il le fait tourner avec lui. Imaginez que vous êtes debout près d'un énorme tourbillon dans l'océan. Même si vous essayez de rester immobile, le courant vous fait tourner. Vous êtes entraîné dans la rotation du tourbillon. C'est exactement ce qui se passe près d'un trou noir en rotation. L'espace-temps lui-même est entraîné dans la rotation. On appelle cet effet l'entraînement de l'espace-temps, ou effet Lens-Thirring, du nom des physiciens qui l'ont prédit en 1918. Près d'un trou noir en rotation, il devient impossible de rester immobile. Même si vous allumez des fusées puissantes pour essayer de maintenir votre position, vous êtes forcé de tourner autour du trou noir. L'espace lui-même tourne, et vous tournez avec lui. Il y a une région, appelée l'ergosphère, où cet effet est si fort que rien ne peut rester stationnaire. Tout doit tourner dans la même direction que le trou noir. Et voici où cela devient vraiment fascinant pour notre compréhension du temps. Dans l'ergosphère, les cônes de lumière ne sont pas seulement inclinés vers l'intérieur. Ils sont aussi tordus dans la direction de rotation. Votre futur possible n'est plus simplement vers l'intérieur. Il est vers l'intérieur et autour. Le temps et l'espace sont entrelacés non seulement radialement, mais aussi tangentiellement. Vous ne pouvez pas éviter de vous déplacer vers le futur, et vous ne pouvez pas éviter de tourner en le faisant. Cette torsion de l'espace-temps a été mesurée expérimentalement. En 2004, la NASA a lancé Gravity Probe B, un satellite équipé de gyroscopes ultra précis conçu pour mesurer l'entraînement de l'espace-temps autour de la Terre. La Terre tourne, et elle entraîne l'espace-temps avec elle, bien que l'effet soit minuscule. Après plus d'1 an de mesures, Gravity Probe B a confirmé l'effet avec une précision remarquable. L'espace-temps autour de la Terre tourne effectivement, exactement comme Einstein l'avait prédit. Mais près d'un trou noir, cet effet est amplifié des milliards de fois. Un trou noir en rotation rapide peut faire tourner l'espace-temps à une vitesse proche de celle de la lumière, et cela a des conséquences extraordinaires pour le temps. Imaginez 2 horloges orbitant autour d'un trou noir en rotation, une dans le sens de la rotation du trou noir, l'autre dans le sens opposé. L'horloge qui tourne dans le même sens que le trou noir est entraînée par l'espace-temps en rotation. Elle se déplace plus facilement, nécessite moins d'énergie pour maintenir son orbite. L'horloge qui tourne dans le sens opposé doit lutter contre l'entraînement. Elle nécessite plus d'énergie. Et voici le point crucial. Ces 2 horloges vieillissent différemment. L'horloge qui tourne avec le trou noir vieillit plus lentement que celle qui tourne contre. C'est pas simplement un effet de vitesse relative, c'est un effet de la structure même de l'espace-temps. Le temps s'écoule différemment selon que vous vous déplacez avec ou contre la rotation de l'espace-temps lui-même. Cette asymétrie a été observée dans les disques d'accrétion autour de trous noirs en rotation. La lumière émise par la matière orbitant dans le sens de rotation du trou noir est différente de la lumière émise par la matière orbitant dans le sens opposé. En analysant ces différences, les astronomes peuvent mesurer la vitesse de rotation du trou noir. Et ce qu'ils ont découvert est que de nombreux trous noirs tournent extrêmement rapidement, certains à plus de 90% de la vitesse maximale théorique. Mais revenons à notre question fondamentale. Pourquoi le temps ralentit-il près d'un trou noir ? Nous avons vu que c'est une conséquence de la courbure de l'espace-temps. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment ? Pour comprendre cela plus profondément, nous devons examiner ce qu'est réellement le temps au niveau le plus fondamental. En physique, le temps est ce que mesurent les horloges. Cela peut sembler circulaire, mais c'est en fait une définition opérationnelle très utile. Une horloge est n'importe quel système physique qui oscille de manière régulière. Un pendule, un cristal de quartz, un atome de césium. Ces systèmes ont une fréquence naturelle d'oscillation, et nous utilisons ces oscillations pour définir des intervalles de temps. Mais voici le point crucial. La fréquence d'oscillation d'un système physique dépend de l'énergie disponible pour ce système. Et l'énergie, selon la relativité générale, est affectée par la courbure de l'espace-temps. Dans un champ gravitationnel fort, l'énergie potentielle gravitationnelle est plus faible. Les photons émis ont moins d'énergie.
Les oscillations des atomes sont plus lentes. Les horloges tournent plus lentement. Ce n'est pas que le temps lui-même ralentit dans un sens absolu. C'est que tous les processus physiques ralentissent ensemble, de manière cohérente, parce que la structure de l'espace-temps dans laquelle ils se déroulent est différente. Un atome près d'un trou noir oscille plus lentement qu'un atome identique loin du trou noir. Non pas parce que quelque chose ne va pas avec l'atome, mais parce que l'espace-temps dans lequel l'atome existe est plus courbé. Pensez à cela comme à une symphonie jouée à différentes vitesses. Si vous ralentissez un enregistrement, toutes les notes sont plus basses, tous les rythmes sont plus lents, mais les relations entre les notes restent les mêmes. La musique est reconnaissable, juste plus lente. C'est ce qui arrive au temps près d'un trou noir. Tous les processus physiques ralentissent ensemble, maintenant leur relation causale, mais se déroulant à un rythme différent par rapport à un observateur dans une région moins courbée de l'espace-temps. Cette vision a des implications profondes. Elle signifie que le temps n'est pas une entité fondamentale et indépendante. Le temps émerge de la structure de l'espace-temps et des processus physiques qui s'y déroulent. Changer la structure de l'espace-temps change la nature du temps lui-même. Mais il y a une autre façon de penser à cela, une façon qui révèle quelque chose de encore plus profond. En 1952, le physicien John Wheeler a proposé une idée radicale. L'espace-temps n'est pas simplement courbé par la matière et l'énergie, l'espace-temps est dynamique. Il peut onduler, vibrer, même se déchirer et se reconnecter. Wheeler aimait dire que la matière dit à l'espace-temps comment se courber, et l'espace-temps dit à la matière comment se déplacer. C'est une danse, une interaction mutuelle. Près d'un trou noir, cette danse devient extrême. La matière tombant vers le trou noir courbe l'espace-temps de plus en plus fortement. Cette courbure accrue attire plus de matière. Plus de matière signifie plus de courbure. C'est une boucle de rétroaction positive qui mène à l'effondrement gravitationnel, à la formation d'un horizon des événements, à la création d'une région de l'espace-temps si déformée que le temps lui-même cesse d'avoir un sens de la manière dont nous le comprenons habituellement. Et voici quelque chose de vraiment remarquable. Cette déformation extrême de l'espace-temps n'est pas statique. Elle évolue. Quand deux trous noirs orbitent l'un autour de l'autre et finissent par fusionner, ils créent des ondulations dans l'espace-temps qui se propagent vers l'extérieur à la vitesse de la lumière. Ce sont les ondes gravitationnelles, prédites par Einstein en 1916 et détectées pour la première fois en septembre 2015 par les détecteurs LIGO aux États-Unis. Cette première détection était extraordinaire. Deux trous noirs, l'un de 36 masses solaires et l'autre de 29 masses solaires, ont fusionné il y a 1,3 milliard d'années. Les ondes gravitationnelles produites par cette fusion ont voyagé à travers l'univers pendant plus d'1 milliard d'années avant d'atteindre la Terre. Quand elles sont arrivées, elles ont étiré et comprimé l'espace lui-même d'une quantité incroyablement petite, moins d'1 millième du diamètre d'un proton. Mais les détecteurs LIGO sont si sensibles qu'ils ont pu mesurer cette déformation minuscule. Et voici ce qui est fascinant pour notre compréhension du temps. Les ondes gravitationnelles transportent de l'information sur la structure de l'espace-temps dans la région où elles ont été produites. En analysant la forme de ces ondes, les scientifiques peuvent reconstruire ce qui s'est passé pendant la fusion. Et ce qu'ils ont découvert est que dans les dernières fractions de secondes avant la fusion, les deux trous noirs orbitaient l'un autour de l'autre à une vitesse proche de celle de la lumière, dans une région où l'espace-temps était si courbé que le temps s'écoulait des dizaines de fois plus lentement qu'ici sur Terre. Imaginez cela. Pendant la dernière seconde de leur existence séparée, vue de notre perspective terrestre, les deux trous noirs ont vécu une expérience qui, de leur propre perspective, a duré beaucoup plus longtemps. Ils ont orbité l'un autour de l'autre des dizaines de fois, peut-être des centaines de fois, dans ce qui nous apparaît comme une seule seconde. Le temps pour eux était dilaté, étiré, transformé par la courbure extrême de l'espace-temps qu'ils créaient ensemble. Et puis, au moment de la fusion, quelque chose d'encore plus extraordinaire s'est produit. Les deux horizons des événements se sont touchés et ont fusionné en un seul horizon plus grand. À ce moment précis, la structure causale de l'espace-temps a changé de manière fondamentale. Deux régions de l'espace-temps,
qui étaient auparavant séparées, chacune avec son propre futur inévitable menant vers sa propre singularité, sont devenues une seule région avec un seul futur. Le temps lui-même a été recousu, reconnecté, unifié. Cette fusion a libéré une quantité d'énergie stupéfiante. Pendant une fraction de seconde, la puissance émise sous forme d'ondes gravitationnelles était plus grande que la puissance lumineuse combinée de toutes les étoiles de l'univers observable. 3 masses solaires de matière ont été converties en pure énergie gravitationnelle et rayonnées dans l'espace-temps. C'est l'équivalent de faire disparaître 3 soleils et de transformer leur masse entière en ondulation de l'espace-temps lui-même. Depuis cette première détection, LIGO et d'autres détecteurs d'ondes gravitationnelles ont observé des dizaines de fusions de trous noirs. Chacune nous donne un aperçu de ce qui se passe dans les régions les plus extrêmes de l'univers, où la gravité est si forte et l'espace-temps si courbé que nos intuitions quotidiennes sur le temps et l'espace cessent complètement de s'appliquer. Mais revenons à notre trou noir et à notre observateur tombant. Nous avons vu que du point de vue extérieur, l'observateur ne franchit jamais l'horizon. Il est figé là, pour l'éternité. Mais du point de vue de l'observateur lui-même, il franchit l'horizon en un temps fini. Que se passe-t-il ensuite ? Que trouve-t-il à l'intérieur ? La réponse courte est que nous ne savons pas avec certitude. La relativité générale prédit qu'à l'intérieur de l'horizon, toutes les trajectoires mènent inévitablement vers le centre, vers ce qu'on appelle la singularité. La singularité n'est pas un lieu dans l'espace, c'est un moment dans le temps, un moment où la courbure de l'espace-temps devient infinie, où la densité devient infinie, où les équations de la relativité générale elles-mêmes cessent de fonctionner. Mais cette prédiction d'une singularité est probablement le signe que notre théorie est incomplète. La relativité générale est une théorie classique. Elle ne prend pas en compte les effets quantiques. Et nous savons que les effets quantiques deviennent importants à des échelles très petites et des densités très élevées. À l'intérieur d'un trou noir, près de la singularité, nous avons besoin d'une théorie de la gravité quantique, une théorie qui unifie la relativité générale et la mécanique quantique. Nous n'avons pas encore une telle théorie complète, mais nous avons des indices. En 1974, Stephen Hawking a fait une découverte révolutionnaire. Il a montré que les trous noirs ne sont pas complètement noirs. Ils émettent un rayonnement thermique, maintenant appelé rayonnement de Hawking, causé par des effets quantiques près de l'horizon. Ce rayonnement est extrêmement faible pour les trous noirs de masse stellaire ou supermassive, mais il est là. Et il a des implications profondes. Le rayonnement de Hawking signifie que les trous noirs s'évaporent lentement. Ils perdent de la masse au fil du temps. Pour un trou noir de la masse du Soleil, le temps d'évaporation est incroyablement long, environ 10 puissance 67 années, bien plus long que l'âge actuel de l'univers. Mais pour des trous noirs plus petits, le temps d'évaporation est plus court. Et voici ce qui est fascinant. À mesure qu'un trou noir s'évapore, son horizon des événements rétrécit. La région où le temps est figé devient plus petite. Cela soulève une question profonde. Que se passe-t-il avec l'information qui est tombée dans le trou noir ? Selon la mécanique quantique, l'information ne peut pas être détruite. Mais si un trou noir s'évapore complètement, où va l'information ? C'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'information des trous noirs, et c'est l'un des problèmes les plus profonds de la physique théorique moderne. Certains physiciens pensent que l'information est encodée dans le rayonnement de Hawking de manière subtile. D'autres pensent qu'elle est stockée à la surface de l'horizon, dans ce qu'on appelle l'holographie. Ce que toutes ces découvertes nous disent, c'est que le temps près d'un trou noir n'est pas simplement ralenti, il est fondamentalement transformé. La distinction entre passé, présent et futur devient floue. Les relations causales sont tordues. Et à l'horizon lui-même, le temps tel que nous le comprenons cesse d'exister de la manière habituelle.
Einstein lui-même était profondément troublé par ces implications. Dans une lettre écrite en 1955, peu avant sa mort, à la famille de son ami Michelet Bessot qui venait de décéder, Einstein a écrit « Il faisait référence à la nature de l'espace-temps en relativité, où tous les événements, passés, présents et futurs, existent ensemble dans une structure quadridimensionnelle. Mais près d'un trou noir, cette vision devient encore plus étrange. Non seulement la distinction entre passé, présent et futur est une illusion, mais le taux auquel nous nous déplaçons du passé vers le futur dépend de où nous sommes dans l'espace-temps. Le temps n'est pas un fleuve qui coule à un rythme constant. C'est un paysage complexe, avec des collines et des vallées, des rapides et des tourbillons, et près d'un trou noir, des cascades qui plongent vers l'infini. Cette compréhension transforme notre vision de la réalité. Nous pensons habituellement que nous vivons dans un univers où le temps avance uniformément, où chaque seconde est identique à la suivante, où le présent est le même pour tout le monde. Mais ce n'est pas vrai. Le présent est local, le temps est relatif. Et dans les régions les plus extrêmes de l'univers, près des trous noirs, le temps peut ralentir jusqu'à presque s'arrêter, ou même, d'un certain point de vue, s'arrêter complètement. Imaginez maintenant que vous pourriez voyager près d'un trou noir et revenir. Vous vous approchez de l'horizon, vous restez là pendant ce qui vous semble être 1 heure, puis vous allumez vos fusées et vous vous échappez. Quand vous revenez sur Terre, combien de temps s'est écoulé ? Cela dépend de à quelle distance de l'horizon vous étiez. Si vous étiez très proche, des années, des décennies, des siècles pourraient s'être écoulés sur Terre pendant votre heure près du trou noir. Vous auriez voyagé dans le futur. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est une conséquence directe et inévitable de la relativité générale. Le voyage dans le temps vers le futur est possible. Il suffit de trouver une région de l'espace-temps où le temps s'écoule plus lentement, d'y rester un moment, puis de revenir. Les trous noirs offrent les régions les plus extrêmes pour ce type de voyage temporel, mais même des champs gravitationnels plus faibles, comme celui de la Terre, produisent des effets mesurables. Les satellites GPS en orbite autour de la Terre doivent corriger pour la dilatation temporelle gravitationnelle. Ils sont plus éloignés du centre de la Terre que nous, donc le temps pour eux s'écoule légèrement plus vite. Sans ces corrections, les GPS accumuleraient des erreurs de plusieurs kilomètres par jour. Chaque fois que vous utilisez un GPS pour naviguer, vous utilisez une technologie qui dépend de la compréhension de la relativité du temps. Mais les trous noirs nous montrent cet effet poussé à l'extrême. Ils sont des laboratoires naturels, où nous pouvons étudier la nature du temps dans ses manifestations les plus extrêmes. Et ce qu'ils nous enseignent est que le temps n'est pas ce que nous pensions. Il n'est pas absolu, il n'est pas universel. Il n'est pas indépendant de l'espace. Le temps est une propriété émergente de la structure de l'espace-temps, et cette structure peut être déformée, tordue, et même, dans un certain sens, arrêtée. Mais il y a quelque chose d'encore plus troublant que nous devons affronter. Quelque chose qui remet en question non seulement notre compréhension du temps, mais notre compréhension de ce que signifie exister, observer, être conscient dans un univers où le temps lui-même est relatif. Revenons à notre observateur tombant dans le trou noir. Nous avons dit qu'il franchit l'horizon en un temps fini selon son horloge. Mais qu'observe-t-il exactement pendant cette chute ? La réponse révèle quelque chose de profondément étrange sur la nature de l'observation elle-même. Imaginez que notre observateur regarde derrière lui pendant qu'il tombe. Il voit l'univers extérieur. Mais à cause de la dilatation temporelle extrême, il voit cet univers vieillir de plus en plus vite. Les étoiles naissent et meurent en quelques secondes. Les galaxies évoluent en quelques minutes. Mais voici le paradoxe. Selon la relativité générale, il devrait voir l'histoire entière de l'univers extérieur se dérouler devant ses yeux dans les derniers instants avant de franchir l'horizon. Il devrait voir l'univers jusqu'à sa fin ultime, des milliards ou des trillions d'années dans le futur, compressés en quelques secondes de son temps propre. Mais est-ce vraiment ce qui se passe ? En 1958, le physicien David Finkelstein a montré que la situation est plus subtile. Oui, l'observateur tombant reçoit des signaux de plus en plus décalés vers le bleu de l'univers extérieur. Mais il y a une limite. La lumière elle-même
à une longueur d'onde minimale, une énergie maximale. À un certain point, les photons deviennent si énergétiques qu'ils ne sont plus de la lumière ordinaire. Ils deviennent des rayons gamma, puis des particules encore plus énergétiques. Et finalement, à des énergies suffisamment élevées, nous entrons dans un régime où la physique quantique devient importante, où notre compréhension classique de la lumière et du temps cesse de s'appliquer. Cela signifie que l'observateur tombant ne voit probablement pas réellement l'histoire entière de l'univers. Il voit l'univers accéléré, mais à un certain point, cette accélération atteint une limite imposée par la physique quantique. C'est l'un des nombreux indices que la relativité générale, aussi puissante soit-elle, n'est pas la théorie finale. Elle doit être complétée par une théorie quantique de la gravité. Mais même sans connaître cette théorie finale, nous pouvons explorer ce que la relativité générale nous dit sur la nature du temps à l'intérieur de l'horizon. Et ce qu'elle nous dit est absolument extraordinaire. À l'intérieur de l'horizon, la direction vers le centre du trou noir n'est plus une direction spatiale, c'est une direction temporelle. Tomber vers le centre n'est pas comme se déplacer d'un lieu à un autre, c'est comme se déplacer du présent vers le futur. Vous ne pouvez pas éviter d'atteindre le centre, tout comme vous ne pouvez pas éviter d'atteindre demain. Le centre du trou noir, la singularité, n'est pas un lieu dans l'espace. C'est un moment dans votre futur inévitable. Pensez à ce que cela signifie. À l'extérieur de l'horizon, vous pouvez vous déplacer librement dans l'espace. Vous pouvez aller à gauche ou à droite, en avant ou en arrière, en haut ou en bas. Mais vous ne pouvez pas vous déplacer librement dans le temps. Vous êtes obligé d'avancer vers le futur. À l'intérieur de l'horizon, cette situation est partiellement inversée. Vous ne pouvez pas vous déplacer librement dans la direction radiale. Vous êtes obligé de vous déplacer vers le centre. Mais dans les autres directions, vous pouvez encore vous déplacer. L'espace et le temps ont échangé certains de leurs rôles. Cette inversion a été explorée en détail par le physicien Roger Penrose dans les années 1960. Penrose a développé des outils mathématiques sophistiqués pour analyser la structure causale de l'espace-temps. Des diagrammes qui montrent comment les signaux lumineux peuvent se propager. Ces diagrammes, appelés diagrammes de Penrose, révèlent quelque chose de fascinant. À l'intérieur d'un trou noir, tous les cônes de lumière pointent vers la singularité. Il n'y a aucun chemin, aucune trajectoire possible qui évite la singularité. C'est dans le futur de tout ce qui franchit l'horizon. Mais Penrose a découvert quelque chose d'encore plus profond. Il a prouvé mathématiquement que la formation d'une singularité à l'intérieur d'un trou noir est inévitable. Ce n'est pas une particularité de solution spéciale aux équations d'Einstein. C'est une conséquence générale de la relativité générale. Si vous avez suffisamment de matière concentrée dans une région suffisamment petite, un horizon des événements se forme. Et une fois que l'horizon se forme, une singularité doit se former à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle le théorème de singularité de Penrose, pour lequel il a reçu le prix Nobel de physique en 2020. Ce théorème nous dit quelque chose de profond sur les limites de la relativité générale. La théorie prédit sa propre fin. Elle prédit l'existence de points où elle cesse de fonctionner, où la courbure devient infinie, où les équations n'ont plus de sens. C'est un signe que nous avons besoin d'une théorie plus fondamentale, une théorie qui peut décrire ce qui se passe réellement à la singularité. Mais même sans cette théorie, nous pouvons nous demander « Qu'est-ce que cela signifie pour le temps de se terminer ?» À la singularité, le temps lui-même cesse d'exister. Ce n'est pas que le temps s'arrête, comme à l'horizon vu de l'extérieur. C'est que le concept même de temps perd son sens. Il n'y a plus de quote 3 la singularité. Il n'y a plus de futur. Le temps se termine. Cette idée est profondément troublante. Nous sommes habitués à penser que le temps continue toujours, que peu importe ce qui arrive, il y aura toujours un moment suivant. Mais à l'intérieur d'un trou noir, cette intuition est fausse. Le temps a une fin. Et cette fin n'est pas dans un futur lointain. Pour quelqu'un tombant dans un trou noir, cette fin arrive en quelques fractions de secondes ou quelques heures, selon la masse du trou noir. Pour un trou noir de masse stellaire, disons 10 masses solaires, le temps entre franchir l'horizon et atteindre la singularité est d'environ 20 microsecondes. 20 millionièmes de seconde.
C'est tout le temps qui reste dans votre univers une fois que vous avez franchi l'horizon. Pour un trou noir supermassif comme celui au centre de Messier 87, ce temps est beaucoup plus long, Peut-être plusieurs heures. Mais c'est toujours fini. Le temps se termine. Mais voici une question fascinante. Que ressent-on quand le temps se termine ? Pouvez-vous être conscient de votre propre fin temporelle ? La réponse dépend de quelque chose que nous n'avons pas encore discuté, les forces de marée. La gravité d'un trou noir n'est pas uniforme, elle est plus forte plus près du centre. Cela signifie que si vous tombez les pieds en premier, vos pieds sont attirés plus fortement que votre tête. Cette différence de force crée ce qu'on appelle des forces de marée. Les mêmes forces qui créent les marées océaniques sur Terre à cause de la Lune, mais infiniment plus puissantes. Pour un trou noir de masse stellaire, ces forces de marée deviennent extrêmes bien avant que vous n'atteigniez l'horizon. Elles vous étireraient comme un spaghetti, un processus que les physiciens appellent avec humour la quote 4. Vos atomes seraient arrachés les uns des autres. Vous cesseriez d'exister en tant qu'organisme cohérent bien avant de franchir l'horizon. Vous ne seriez pas conscient de franchir l'horizon ou d'atteindre la singularité, parce que vous ne seriez plus vous. Mais pour un trou noir supermassif, la situation est différente. Les forces de marée à l'horizon sont beaucoup plus faibles. Pour le trou noir au centre de Messier 87, vous pourriez franchir l'horizon sans même le remarquer. Les forces de marée seraient négligeables. Vous resteriez intact. Vous seriez conscient. Vous pourriez regarder autour de vous et observer l'intérieur du trou noir. Que verriez-vous ? C'est difficile à dire avec certitude, car nous n'avons pas de théorie complète de ce qui se passe à l'intérieur. Mais selon la relativité générale, vous verriez l'espace lui-même se contracter autour de vous. Les distances dans la direction radiale deviendraient de plus en plus courtes. L'univers entier dans cette direction serait comprimé en un point. Et puis, après quelques heures, vous atteindriez la singularité. Les forces de marée deviendraient infinies. Vous seriez déchiré au niveau atomique. Et le temps se terminerait. Mais il y a quelque chose d'encore plus étrange à considérer. En 1991, le physicien Amos Horry a découvert que dans certaines conditions, l'intérieur d'un trou noir en rotation pourrait contenir ce qu'on appelle une singularité faible, une région où la courbure devient très grande, mais pas infinie, et où il pourrait être possible de survivre. Plus étonnant encore, Horry a montré que dans un trou noir en rotation, il pourrait exister des trajectoires qui vous ramènent dans votre propre passé. Des boucles temporelles fermées, des chemins dans l'espace-temps qui bouclent sur eux-mêmes. Cela signifierait que l'intérieur d'un trou noir en rotation pourrait contenir une machine à voyager dans le temps. Vous pourriez, en principe, rencontrer votre vous du passé. Vous pourriez influencer des événements qui se sont déjà produits de votre point de vue. La causalité elle-même deviendrait circulaire. Cette possibilité soulève des paradoxes célèbres. Le paradoxe du grand-père. Que se passe-t-il si vous retournez dans le passé et empêchez votre propre naissance ? Le paradoxe de la boucle causale. Que se passe-t-il si vous recevez des informations de votre futur vous, que vous utilisez pour créer ces informations, que vous envoyez ensuite à votre passé vous ? D'où viennent ces informations ? La plupart des physiciens pensent que ces paradoxes indiquent que les boucles temporelles fermées ne peuvent pas réellement exister, ou que s'ils existent, ils sont protégés par des mécanismes que nous ne comprenons pas encore. Stephen Hawking a proposé ce qu'il appelait la conjecture de protection chronologique, l'idée que les lois de la physique conspirent pour empêcher le voyage dans le temps vers le passé. Mais nous n'avons pas de preuves définitives, c'est une question ouverte. Ce qui est clair, c'est que les trous noirs nous forcent à confronter les limites de notre compréhension du temps. Ils nous montrent que le temps n'est pas simple, il n'est pas linéaire, il n'est pas universel. Et dans les régions les plus extrêmes de l'espace-temps, il peut se comporter de manière que nous trouvons profondément contre-intuitive. Mais revenons à la question que nous avons posée au début. Comment les trous noirs arrêtent-ils le temps ? Nous avons maintenant une réponse plus complète. Les trous noirs n'arrêtent pas le temps dans un sens absolu. Le temps continue de s'écouler pour quelqu'un tombant dans le trou noir. Mais du point de vue d'un observateur extérieur, le temps à l'horizon est infiniment dilaté. Une seconde à l'horizon correspond à une éternité à l'extérieur.
C'est cette dilatation infinie qui crée l'apparence que le temps s'arrête. Et cette dilatation n'est pas une illusion. Elle est réelle. Elle est mesurable. Elle a des conséquences physiques. La lumière émise près de l'horizon est décalée vers le rouge jusqu'à devenir indétectable. Les processus physiques ralentissent jusqu'à devenir imperceptibles. L'horizon lui-même devient une frontière entre deux régions de l'espace-temps avec des structures temporelles radicalement différentes. Mais il y a une autre façon de penser à tout cela, une façon qui révèle quelque chose de profond sur la nature de la réalité elle-même. Le physicien John Wheeler aimait poser une question provocante. Le temps est-il réel ou est-ce simplement une illusion créée par notre conscience ? Cette question peut sembler philosophique, mais elle a des implications physiques. En mécanique quantique, le temps joue un rôle très différent de celui qu'il joue en relativité générale. En mécanique quantique, le temps est un paramètre externe, une variable qui évolue indépendamment du système quantique. En relativité générale, le temps est une partie de l'espace-temps dynamique, quelque chose qui peut être courbé et déformé. Quand nous essayons de combiner ces deux théories pour créer une théorie de la gravité quantique, nous rencontrons un problème profond appelé le problème du temps. Dans certaines formulations de la gravité quantique, le temps disparaît complètement au niveau fondamental. L'univers entier est décrit par une fonction d'onde qui ne dépend pas du temps. Le temps émerge seulement comme une approximation, une propriété effective qui apparaît à grande échelle. Si c'est vrai, alors le temps n'est pas fondamental. C'est une propriété émergente, quelque chose qui apparaît à partir de quelque chose de plus profond. Et près d'un trou noir, où la structure de l'espace-temps devient extrême, cette nature émergente du temps devient évidente. Le temps se comporte de manière étrange parce qu'il n'est pas une entité fondamentale. C'est une approximation qui fonctionne bien dans des conditions normales, mais qui se décompose dans des conditions extrêmes. Cette vision a des implications profondes pour notre compréhension de la conscience et de l'expérience subjective du temps. Nous avons tous l'impression que le temps s'écoule, que le présent se déplace du passé vers le futur. Mais d'où vient cette impression ? Est-elle une propriété fondamentale de l'univers, ou est-elle quelque chose que notre cerveau construit ? Les neurosciences modernes suggèrent que notre expérience du temps est en effet construite par notre cerveau. Nous ne percevons pas le temps directement, nous percevons des événements, et notre cerveau les organise en une séquence temporelle. Cette organisation dépend de la mémoire, de l'attention, de l'anticipation. Elle peut être déformée par les émotions, par les drogues, par les lésions cérébrales. Quand vous êtes dans une situation dangereuse, le temps semble ralentir. Quand vous vous ennuyez, il semble accélérer. Quand vous dormez, il semble disparaître complètement. Votre expérience subjective du temps n'est pas une mesure objective de quelque chose d'externe. C'est une construction de votre cerveau, une façon d'organiser l'information sensorielle en une narration cohérente. Mais voici ce qui est fascinant. Cette construction subjective du temps par notre cerveau pourrait refléter quelque chose de profond sur la nature du temps lui-même. Si le temps est une propriété émergente au niveau physique, alors notre expérience subjective du temps pourrait être une autre manifestation de cette émergence. Le temps que nous ressentons et le temps que mesurent les horloges pourraient tous deux émerger de quelque chose de plus fondamental. Cette idée a été explorée par le physicien Carlo Rovelli dans son travail sur la gravité quantique à boucles. Rovelli propose que le temps n'existe pas au niveau fondamental. Ce qui existe, ce sont des relations causales entre événements. Le temps émerge quand nous considérons des systèmes macroscopiques avec de nombreux degrés de liberté. C'est une propriété thermodynamique, liée à l'entropie et à la flèche du temps. La flèche du temps, le fait que le temps semble s'écouler dans une seule direction, du passé vers le futur, est lié à la deuxième loi de la thermodynamique. L'entropie, une mesure du désordre, augmente toujours. Les œufs se cassent mais ne se réassemblent pas. Le café chaud refroidit mais ne se réchauffe pas spontanément. Cette asymétrie temporelle n'est pas présente dans les lois fondamentales de la physique, qui sont symétriques dans le temps. Elle émerge au niveau statistique, quand nous considérons des systèmes avec de nombreuses particules. Près d'un trou noir,
cette flèche du temps devient encore plus intéressante. Stephen Hawking a montré que les trous noirs ont une entropie, proportionnelle à la surface de leur horizon. Cette entropie est énorme. Un trou noir de masse stellaire a plus d'entropie que toutes les étoiles de la galaxie combinées. Et quand un trou noir s'évapore par le rayonnement de Hawking, cette entropie est libérée dans l'univers. Cela signifie que les trous noirs jouent un rôle crucial dans la thermodynamique de l'univers. Ils sont les objets avec la plus grande entropie possible pour une masse donnée. Ils représentent l'état final de l'évolution gravitationnelle. Et leur existence affecte la flèche du temps à l'échelle cosmique. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond. L'entropie d'un trou noir est proportionnelle à la surface de son horizon, pas à son volume. Cela suggère que l'information sur ce qui se passe à l'intérieur du trou noir est encodée sur la surface. C'est le principe holographique que nous avons mentionné plus tôt. Et ce principe pourrait s'appliquer non seulement au trou noir, mais à l'univers entier. Selon le principe holographique, notre univers tridimensionnel pourrait être une projection d'informations encodée sur une surface bidimensionnelle lointaine. Tout ce qui se passe dans notre univers, tous les événements, toutes les particules, tout le temps lui-même, pourrait être encodé sur cette surface. Nous serions comme des personnages dans un hologramme, vivant dans une réalité tridimensionnelle qui émerge d'une description bidimensionnelle plus fondamentale. Cette idée peut sembler de la science-fiction, mais elle est prise très au sérieux par de nombreux physiciens théoriciens. Elle a été développée dans le contexte de la théorie des cordes, où elle est appelée la correspondance ADS-CFT. Cette correspondance établit une équivalence mathématique précise entre une théorie de la gravité dans un espace-temps courbe et une théorie quantique sans gravité sur la frontière de cet espace-temps. Si le principe holographique est correct, alors notre compréhension du temps doit être radicalement révisée. Le temps ne serait pas une dimension fondamentale de la réalité. Ce serait une propriété émergente qui apparaît quand nous projetons l'information bidimensionnelle dans un espace tridimensionnel. Les trous noirs, avec leur horizon bidimensionnel encodant toute l'information sur leur intérieur tridimensionnel, seraient des exemples concrets de ce principe. Mais revenons à notre question pratique. Que se passerait-il réellement si vous tombiez dans un trou noir ? Nous avons exploré les aspects théoriques, mais qu'en est-il de l'expérience réelle ? Pour un trou noir supermassif, vous franchiriez l'horizon sans rien remarquer de spécial. L'espace autour de vous semblerait étrange, déformé par la courbure extrême, mais vous ne ressentiriez aucune force particulière. Vous regarderiez derrière vous, et vous verriez l'univers extérieur accélérer. Les étoiles vieilliraient rapidement. Mais à cause des limites quantiques, vous ne verriez probablement pas l'histoire entière de l'univers. Vous verriez l'univers accélérer jusqu'à un certain point, puis l'image deviendrait floue, dominée par des effets quantiques que nous ne comprenons pas encore complètement. Vous regarderiez devant vous, vers le centre du trou noir. Que verriez-vous ? C'est difficile à dire. La relativité générale prédit que vous verriez l'espace se contracter, les distances devenir plus courtes. Mais nous ne savons pas si cette prédiction est correcte près de la singularité, où les effets quantiques deviennent importants. Après quelques heures, pour un trou noir supermassif, vous commenceriez à ressentir les forces de marée. Elles deviendraient de plus en plus fortes. Votre corps serait étiré dans la direction radiale et comprimé dans les directions perpendiculaires. À un certain point, ces forces deviendraient insupportables. Vos os se briseraient, vos cellules se déchireraient, vos atomes seraient arrachés les uns des autres. Et puis, dans un dernier instant, vous atteindriez la singularité. Que se passe-t-il à ce moment ? Nous ne savons pas. La relativité générale prédit que la courbure devient infinie, que la densité devient infinie, que le temps se termine. Mais nous savons que cette prédiction ne peut pas être complètement correcte parce qu'elle ignore les effets quantiques. La vérité est que nous ne savons pas ce qui se passe réellement à la singularité. C'est l'une des plus grandes questions ouvertes de la physique. Certains physiciens pensent que la singularité est remplacée par quelque chose de différent dans une théorie quantique de la gravité. Peut-être une région de très haute densité mais finie. Peut-être un rebond qui vous projette dans un autre univers. Peut-être une connexion avec un trou blanc, l'opposé temporel d'un trou noir, qui crache de la matière au lieu de l'avaler. Nous ne savons pas.
Nous avons besoin d'une théorie de la gravité quantique pour répondre à cette question. Mais ce que nous savons, c'est que les trous noirs nous ont enseigné quelque chose de profond sur la nature du temps. Ils nous ont montré que le temps n'est pas absolu. Il n'est pas universel. Il n'est pas indépendant de l'espace. Le temps est une propriété de l'espace-temps, et cette propriété peut être déformée, dilatée, et même, dans un certain sens, arrêtée. Cette compréhension transforme notre vision de la réalité. Nous ne vivons pas dans un univers avec un temps absolu qui s'écoule uniformément partout. Nous vivons dans un univers où le temps est local, relatif, dépendant de la structure de l'espace-temps. Et dans les régions les plus extrêmes de cet univers, près des trous noirs, le temps se comporte de manière que nous trouvons profondément étrange et contre-intuitive. Mais peut-être que cette étrangeté nous dit quelque chose d'important. Peut-être que notre intuition sur le temps, développée dans l'environnement relativement plat et lent de la surface de la Terre, n'est qu'une approximation. Peut-être que la vraie nature du temps est beaucoup plus riche, beaucoup plus complexe, beaucoup plus fascinante que nous ne l'imaginions. Les trous noirs sont des fenêtres sur cette vraie nature du temps. Ils nous montrent ce qui se passe quand la gravité devient si forte que l'espace-temps lui-même est déchiré et déformé. Ils nous montrent les limites de nos théories actuelles et pointent vers les théories futures dont nous avons besoin. Et ils nous rappellent que l'univers est beaucoup plus étrange et merveilleux que nous ne pouvons l'imaginer. Comprenez-moi bien. Je sais exactement ce que vous pensez en ce moment. Vous vous dites, c'est une réaction légitime, saine même. Le scepticisme est le fondement de la science. Alors parlons franchement de ce que nous savons vraiment, de ce que nous ne savons pas, et de pourquoi cette distinction est cruciale. Oui, une grande partie de ce que nous venons de décrire repose sur des extrapolations mathématiques. Personne n'est jamais tombé dans un trou noir et n'est revenu pour raconter son histoire. Personne n'a jamais mesuré directement le temps à l'horizon des événements. Nous ne pouvons pas construire un trou noir en laboratoire pour tester nos théories. Alors, comment pouvons-nous être sûrs que tout cela est réel ? La réponse est à la fois humble et puissante. Nous ne pouvons pas être absolument sûrs. Mais nous avons quelque chose de presque aussi bon. Nous avons une théorie, la relativité générale, qui a été testée dans des milliers d'expériences différentes, dans des contextes variés, avec une précision extraordinaire. Et chaque fois, sans exception, la théorie a été confirmée. Pas approximativement, exactement. Quand nous observons la lumière d'étoiles lointaines déviée par le Soleil pendant une éclipse, comme Arthur Eddington l'a fait en 1919, nous mesurons exactement la déviation prédite par Einstein. Quand nous mesurons le décalage vers le rouge gravitationnel de la lumière émise par des étoiles à neutrons, nous trouvons exactement ce que la relativité générale prédit. Quand nous détectons les ondes gravitationnelles de trous noirs en fusion, la forme de ces ondes correspond précisément aux simulations basées sur les équations d'Einstein. Ces confirmations ne sont pas des coïncidences. Elles nous disent que la relativité générale capture quelque chose de profondément vrai sur la nature de l'espace-temps. Mais, et c'est crucial, elles nous disent aussi où chercher les limites de la théorie. La relativité générale fonctionne remarquablement bien dans toutes les situations que nous avons pu tester. Mais nous savons qu'elle doit échouer quelque part, parce qu'elle est incompatible avec la mécanique quantique. Et nous savons que la mécanique quantique est également vraie. Alors voici ce que nous savons avec une grande confiance. Les trous noirs existent. Nous les avons observés indirectement pendant des décennies et directement depuis 2019. La dilatation temporelle gravitationnelle est réelle. Nous la mesurons tous les jours dans les satellites GPS. L'horizon des événements, cette frontière où l'échappée devient impossible, est une prédiction robuste de la relativité générale, confirmée par toutes nos observations. Ce que nous ne savons pas avec certitude, c'est ce qui se passe exactement à l'horizon du point de vue d'un observateur tombant. Nous ne savons pas ce qui se passe à l'intérieur, nous ne savons pas ce qui se passe à la singularité. Ces régions sont au-delà de notre capacité actuelle d'observation et peut-être au-delà de la validité de nos théories actuelles. Mais cette ignorance n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est ce qui motive la recherche. C'est ce qui nous pousse à développer de nouvelles théories, à concevoir de nouvelles expériences, à construire de nouveaux instruments. La science progresse non pas en prétendant tout savoir,
mais en identifiant précisément ce que nous ne savons pas et en travaillant systématiquement pour combler ces lacunes. Et nous faisons des progrès. Remarquables. Considérez ce qui s'est passé au cours des 10 dernières années seulement. En 2015, nous avons détecté pour la première fois les ondes gravitationnelles, ouvrant une fenêtre entièrement nouvelle sur l'univers. En 2019, nous avons photographié l'ombre d'un trou noir, transformant un objet théorique en une image concrète. En 2020, nous avons observé des étoiles orbitant autour de Sagittarius A étoile avec une précision suffisante pour tester la relativité générale dans un champ gravitationnel extrême. Chacune de ces observations nous rapproche de la compréhension de ce qui se passe réellement près d'un trou noir. Et chacune confirme que nos idées fondamentales sur la dilatation temporelle, sur la courbure de l'espace-temps, sur la nature relative du temps, sont correctes. Pas parfaitement correctes peut-être, pas complètes certainement, mais correctes dans leur essence. Maintenant, poussons notre compréhension encore plus loin, parce qu'il y a quelque chose d'absolument extraordinaire que nous n'avons pas encore pleinement exploré. L'échelle. L'échelle vertigineuse des phénomènes dont nous parlons. Imaginez que vous puissiez observer l'univers entier depuis un point de vue extérieur, comme un dieu regardant une simulation cosmique. Vous verriez des milliards de galaxies, chacune contenant des milliards d'étoiles. Et au centre de presque chaque galaxie, vous verriez un trou noir supermassif. Ces trous noirs ne sont pas des anomalies rares, ils sont une caractéristique fondamentale de la structure de l'univers. Le trou noir au centre de notre galaxie, Sagittarius A étoile, a une masse de 4 millions de fois celle du Soleil. C'est énorme. Mais ce n'est rien comparé au trou noir supermassif au centre d'autres galaxies. Le trou noir au centre de Messier 87, celui que nous avons photographié, a une masse de 6 milliards et 500 millions de soleils. Le trou noir au centre de la galaxie NGC 4889 a une masse estimée à 21 milliards de soleils. Et il existe probablement des trous noirs encore plus massifs, peut-être jusqu'à 100 milliards de masse solaire. Pensez à ce que cela signifie pour le temps. Autour de ces trous noirs géants, il existe des régions, des volumes d'espace plus grands que notre système solaire entier, où le temps s'écoule significativement plus lentement que dans le reste de l'univers. Si vous pouviez placer une civilisation entière en orbite stable autour d'un trou noir supermassif, suffisamment proche pour que la dilatation temporelle soit importante, mais suffisamment loin pour éviter les forces de marée destructrices, cette civilisation vieillirait plus lentement que le reste de l'univers. Imaginez, une année pour cette civilisation pourrait correspondre à 10 années, 100 années, 1000 années dans le reste de l'univers. Il pourrait observer l'histoire cosmique se dérouler en accéléré. Il verrait les étoiles naître et mourir plus rapidement. Il verrait les galaxies évoluer à un rythme accéléré. Ils seraient des voyageurs temporels, se déplaçant vers le futur, simplement en restant immobiles dans leur orbite. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est une conséquence directe de la relativité générale. Et cela soulève des questions fascinantes. Si des civilisations extraterrestres existent, certaines d'entre elles pourraient-elles utiliser les trous noirs comme machines à voyager dans le temps? Pourraient-elles construire des habitats en orbite autour de trous noirs pour prolonger leur existence par rapport au reste de l'univers? Nous ne savons pas. Mais nous savons que c'est théoriquement possible. La physique ne l'interdit pas. Les seules limitations sont technologiques. Comment attendre un trou noir? Comment maintenir une orbite stable? Comment survivre dans un environnement aussi extrême? Ce sont des défis immenses, mais pas des impossibilités fondamentales. Et voici quelque chose d'encore plus vertigineux. L'univers lui-même pourrait être une sorte de machine à voyager dans le temps. Selon la relativité générale, l'univers entier est un espace-temps dynamique qui évolue. Il a commencé dans un état de densité extrême, le Big Bang, il y a environ 13 milliards 800 millions d'années. Depuis, il s'est étendu et refroidi. Mais cette expansion n'est pas uniforme dans le temps. Le taux d'expansion change. Et dans différentes régions de l'univers, le temps s'écoule à des rythmes différents. Dans les régions de l'univers avec une densité de matière plus élevée, le temps s'écoule plus lentement. Dans les régions avec une densité plus faible, il s'écoule plus rapidement. Cette différence est minuscule à l'échelle de notre galaxie, mais à l'échelle cosmique, elle s'accumule.
2 régions de l'univers qui étaient synchronisées au moment du Big Bang pourraient maintenant être désynchronisées de millions d'années. Cela signifie qu'il n'y a pas de quote 8 universel. Il n'y a pas de moment présent qui soit le même partout dans l'univers. Le présent est local. Chaque région de l'espace a son propre temps, son propre rythme d'évolution. L'univers n'est pas une symphonie jouée en synchronisation parfaite. C'est une cacophonie de rythmes différents, chacun suivant sa propre partition temporelle. Et les trous noirs sont les instruments les plus extrêmes de cette cacophonie. Ils sont les régions où le temps est le plus déformé, le plus dilaté, le plus éloigné du temps cosmique moyen. Ils sont des îlots temporels, des régions où le temps a presque cessé de s'écouler par rapport au reste de l'univers. Mais voici le paradoxe ultime. Ces îlots temporels sont aussi les régions les plus dynamiques de l'univers. Les trous noirs ne sont pas statiques. Ils grandissent en avalant de la matière. Ils tournent, entraînant l'espace-temps avec eux. Ils fusionnent, créant des ondulations qui se propagent à travers l'univers. Ils s'évaporent lentement par le rayonnement de Hawking. Ils sont des acteurs dynamiques dans l'évolution cosmique, même si le temps à leur surface semble figé. Cette dualité, entre le temps figé à l'horizon et la dynamique intense à l'intérieur et autour du trou noir, est l'une des caractéristiques les plus fascinantes de ces objets. Elle révèle quelque chose de profond sur la nature du temps. Le temps n'est pas une chose unique. C'est une collection de processus, de rythmes, de changements. Et ces processus peuvent être découplés les uns des autres dans des conditions extrêmes. Pensez à un disque d'accrétion autour d'un trou noir. La matière dans ce disque tourne à des vitesses proches de celles de la lumière. Elle est chauffée à des millions de degrés par les frictions et les collisions. Elle émet une lumière intense, des rayons X, des rayons gamma. C'est l'un des environnements les plus violents et énergétiques de l'univers. Et pourtant, du point de vue d'un observateur lointain, tout cela se déroule au ralenti. Les processus physiques dans le disque sont ralentis par la dilatation temporelle gravitationnelle. C'est comme regarder un film d'action au ralenti. Les explosions, les mouvements rapides, tout est là, mais étiré dans le temps. Sauf que ce n'est pas un effet de caméra, c'est la structure réelle de l'espace-temps. Le temps lui-même s'écoule plus lentement dans le disque d'accrétion. Et voici quelque chose d'extraordinaire. Nous pouvons utiliser cette dilatation temporelle pour étudier les processus physiques dans les disques d'accrétion. En mesurant comment la lumière émise par le disque varie dans le temps, en tenant compte de la dilatation temporelle, nous pouvons reconstruire ce qui se passe réellement dans le disque. Nous pouvons mesurer la vitesse de rotation du trou noir. Nous pouvons cartographier la distribution de la matière. Nous pouvons étudier les champs magnétiques intenses qui structurent le disque. Les trous noirs ne sont pas seulement des objets théoriques fascinants. Ils sont des laboratoires naturels où nous pouvons étudier la physique dans des conditions impossibles à reproduire sur Terre. Ils nous permettent de tester nos théories dans des régimes extrêmes. Et chaque observation nous apprend quelque chose de nouveau, non seulement sur les trous noirs eux-mêmes, mais sur la nature fondamentale de l'espace, du temps, de la matière et de l'énergie. Mais revenons à la question la plus vertigineuse de toutes. Que se passe-t-il réellement à la singularité ? Nous avons dit que la relativité générale prédit une courbure infinie, une densité infinie, un point où les lois de la physique cessent de fonctionner. Mais nous avons aussi dit que cette prédiction est probablement incorrecte, que nous avons besoin d'une théorie quantique de la gravité pour comprendre ce qui se passe vraiment. Alors, que disent les théories candidates de la gravité quantique ? La réponse est « nous ne savons pas encore avec certitude ». Mais nous avons des idées fascinantes. En gravité quantique à boucle, une des approches principales, l'espace-temps lui-même est quantifié. Il n'est pas continu, mais composé de minuscules boucles d'espace-temps, des quantas de géométrie. À l'échelle de Planck, environ 10 puissance moins 35 mètres, l'espace-temps devient granulaire, comme les pixels d'une image numérique. Dans cette théorie, la singularité pourrait être remplacée par une région de très haute densité, mais finie, où la structure quantique de l'espace-temps empêche la courbure de devenir infinie. Certains calculs en gravité quantique à boucle
suggèrent même que l'intérieur d'un trou noir pourrait rebondir, créant ce qu'on appelle un trou blanc, qui cracherait de la matière au lieu de l'avaler. Ce trou blanc pourrait être connecté à une autre région de l'espace-temps, peut-être même à un autre univers. Le trou noir serait alors un pont, un tunnel à travers l'espace-temps, reliant deux régions autrement déconnectées. Cette idée de pont à travers l'espace-temps n'est pas nouvelle. En 1935, Einstein et son collaborateur Nathan Rosen ont découvert une solution aux équations de la relativité générale qui décrit un tel pont, maintenant appelé un pont d'Einstein-Rosen, ou plus communément, un trou de verre. Mais les trous de verre dans la relativité générale classique sont instables. Ils s'effondrent presque instantanément, trop rapidement pour que quoi que ce soit puisse les traverser. Pour stabiliser un trou de verre, vous auriez besoin de quelque chose appelé matière exotique, de la matière avec une densité d'énergie négative. Une telle matière violerait ce qu'on appelle les conditions d'énergie, des hypothèses sur les propriétés de la matière qui sont généralement vraies en physique classique. Mais en physique quantique, ces conditions peuvent être violées dans certaines circonstances. L'effet Casimir, par exemple, crée une densité d'énergie négative entre deux plaques conductrices dans le vide. Alors peut-être que les effets quantiques à l'intérieur d'un trou noir pourraient créer la matière exotique nécessaire pour stabiliser un trou de verre. Peut-être que les trous noirs sont réellement des portails vers d'autres régions de l'espace-temps. C'est hautement spéculatif, mais c'est pas impossible. C'est une question ouverte, une frontière de la recherche actuelle. En théorie des cordes, une autre approche de la gravité quantique, les particules fondamentales ne sont pas des points, mais des cordes vibrantes minuscules. Dans cette théorie, les trous noirs sont des états particuliers de ces cordes, des configurations où un grand nombre de cordes sont enchevêtrées de manière complexe. La singularité pourrait être remplacée par une structure de cordes hautement excitée, une sorte de pelote quantique. La théorie des cordes prédit également l'existence de dimensions spatiales supplémentaires au-delà des trois que nous expérimentons. Ces dimensions supplémentaires sont enroulées sur elles-mêmes à des échelles microscopiques, trop petites pour être détectées directement. Mais près d'un trou noir, où les énergies sont extrêmes, ces dimensions supplémentaires pourraient devenir importantes. La structure de l'espace-temps à l'intérieur d'un trou noir pourrait être beaucoup plus riche et complexe que nous ne l'imaginons. Toutes ces idées sont fascinantes, mais elles restent largement spéculatives. Nous n'avons pas encore de théorie complète et testée de la gravité quantique. Nous n'avons pas de moyen direct d'observer l'intérieur d'un trou noir. Nous sommes dans la position de cartographe du XVe siècle, essayant de deviner ce qui se trouve au-delà de l'horizon, en utilisant des indices indirects et des principes théoriques. Mais cette incertitude est excitante. Elle signifie que nous vivons à une époque de découverte, une époque où les questions fondamentales sur la nature de la réalité sont encore ouvertes. Les trous noirs sont des énigmes cosmiques, des défis lancés à notre compréhension. Et en essayant de les résoudre, nous apprenons non seulement sur les trous noirs, mais sur l'univers entier, sur la nature de l'espace, du temps, de la matière, de l'énergie, et peut-être même sur la nature de la réalité elle-même. Parce que voici la vérité ultime que les trous noirs nous enseignent. La réalité est beaucoup plus étrange que nous ne l'imaginions. Le temps n'est pas ce que nous pensions. L'espace n'est pas ce que nous pensions. La distinction entre passé, présent et futur n'est pas absolue. La causalité elle-même peut être tordue et déformée. Et dans les régions les plus extrêmes de l'univers, les concepts mêmes avec lesquels nous décrivons la réalité commencent à se décomposer. Mais cette étrangeté n'est pas une raison de désespérer. C'est une raison de s'émerveiller. C'est une invitation à repenser nos hypothèses les plus fondamentales, à questionner ce que nous tenons pour acquis, à explorer les limites de notre compréhension. Les trous noirs nous montrent que l'univers est plus vaste, plus profond, plus mystérieux que nous ne pouvons le concevoir. Et c'est magnifique. Alors oui, nous ne savons pas tout. Nous ne comprenons pas complètement ce qui se passe à l'horizon des événements du point de vue d'un observateur tombant. Nous ne savons pas ce qui se passe à la singularité. Nous ne savons pas si les trous noirs sont des portails vers d'autres univers. Nous ne savons pas comment réconcilier la relativité générale et la mécanique quantique. Nous ne savons pas si le temps est fondamental ou émerge. Mais nous savons quelque chose de crucial. Nous savons que nous ne savons pas.
Et cette connaissance de notre ignorance est le début de la sagesse. C'est ce qui nous pousse à continuer à chercher, à continuer à questionner, à continuer à explorer. C'est ce qui fait de la science non pas un ensemble de réponses définitives, mais un processus continu de découverte. Les trous noirs sont des fenêtres sur l'inconnu. Ils nous montrent les limites de notre connaissance actuelle et nous indiquent la direction dans laquelle nous devons aller. Ils sont des défis, des énigmes, des mystères. Et en essayant de les comprendre, nous nous comprenons nous-mêmes un peu mieux. Nous comprenons notre place dans l'univers. Nous comprenons que nous sommes des créatures temporelles, vivant dans un univers où le temps lui-même est relatif, local, émergent. Et peut-être que c'est la leçon la plus profonde de toutes. Nous ne sommes pas des observateurs extérieurs de l'univers. Nous sommes des parties de l'univers, des structures complexes d'espace-temps et de matière qui ont évolué pour devenir conscientes, pour observer, pour questionner, pour comprendre. Notre expérience du temps, notre sensation que le présent se déplace du passé vers le futur, est une propriété émergente de notre structure physique, de la façon dont notre cerveau traite l'information. Et cette expérience subjective du temps est connectée, de manière profonde et mystérieuse, à la structure objective de l'espace-temps décrite par la relativité générale. Les deux émergent peut-être de quelque chose de plus fondamental, quelque chose que nous ne comprenons pas encore complètement. Les trous noirs, avec leur capacité à arrêter le temps, à le dilater infiniment, à le transformer, nous donnent des indices sur cette nature plus profonde. Ils nous rappellent que l'univers est plus étrange, plus beau, plus mystérieux que nous ne pouvons l'imaginer, et que notre quête pour le comprendre est l'une des entreprises les plus nobles de l'humanité. Parce qu'en cherchant à comprendre les trous noirs, en cherchant à comprendre comment le temps peut s'arrêter, nous cherchons à comprendre la nature même de la réalité. Et cette quête, aussi difficile soit-elle, aussi incomplète que soit notre compréhension actuelle, est ce qui nous rend pleinement humains. Mais arrêtons-nous un instant. Revenons à ce moment simple avec lequel nous avons commencé. Fermez les yeux. 3 secondes. Ouvrez-les. Ces 3 secondes que vous venez de vivre. Vous êtes assis quelque part, peut-être chez vous, peut-être dans les transports, peut-être en marchant. Votre cœur bat. Environ 70 fois par minute. Vos neurones déchargent. Des milliards de signaux électrochimiques traversent votre cerveau chaque seconde. Vos cellules métabolisent. Elles transforment l'oxygène et le glucose en énergie. Tout cela se déroule dans ce que vous appelez maintenant, dans votre temps, dans votre présent. Mais qu'est-ce que ce quote dit exactement ? Nous avons voyagé à travers l'univers, exploré les régions les plus extrêmes de l'espace-temps, contemplé des trous noirs où le temps s'arrête. Et maintenant, revenons ici, à vous, à ce moment, à cette expérience que vous avez du temps qui passe. Parce que voici quelque chose d'extraordinaire. Votre expérience du temps, cette sensation que le présent existe, que le passé est révolu, que le futur n'est pas encore arrivé, cette expérience est aussi mystérieuse, aussi profonde, aussi inexpliquée que ce qui se passe à l'horizon d'un trou noir. Les neurosciences nous disent que votre cerveau construit le temps. Vous ne percevez pas le présent directement. Votre cerveau reçoit des signaux de vos sens, des signaux qui ont déjà quelques millisecondes de retard, le temps qu'ils voyagent de vos yeux, de vos oreilles, de votre peau jusqu'à votre cortex. Votre cerveau assemble ces signaux, les synchronise, crée une narration cohérente. Ce que vous appelez maintenant est en réalité une reconstruction, une simulation créée par votre cerveau à partir d'informations légèrement périmées. Et cette reconstruction n'est pas passive. Votre cerveau prédit constamment le futur immédiat. Quand vous attrapez une balle, votre main se déplace vers où la balle sera, pas vers où elle est. Votre cerveau calcule la trajectoire, anticipe, agit sur une prédiction. Votre expérience du présent est en réalité un mélange de passé récent et de futur immédiat, assemblés en une illusion cohérente de maintenant. Mais voici ce qui est fascinant. Cette construction subjective du temps par votre cerveau pourrait refléter quelque chose de profond sur la nature objective du temps lui-même. Si le temps n'est pas fondamental, s'il émerge de quelque chose de plus profond,
alors peut-être que votre expérience subjective et la structure objective de l'espace-temps sont deux manifestations de la même réalité sous-jacente. Le physicien Carlo Rovelli propose une idée radicale. Le temps n'existe que dans les interactions. Quand deux systèmes physiques interagissent, ils créent ce que nous appelons le temps. Le temps n'est pas une toile de fond sur laquelle les événements se déroulent. Le temps est la relation entre les événements eux-mêmes. Et votre conscience, votre expérience du temps qui passe, est une interaction complexe entre votre cerveau et le reste de l'univers. Pensez à cela. En ce moment, des photons émis par votre écran ou par les objets autour de vous frappent votre rétine. Ces photons ont voyagé à travers l'espace, portant de l'information. Quand ils interagissent avec les molécules de votre rétine, ils créent une cascade de réactions chimiques. Ces réactions génèrent des signaux électriques. Ces signaux voyagent le long de vos nerfs optiques. Ils atteignent votre cortex visuel. Ils sont traités, analysés, intégrés avec d'autres informations. Et quelque part dans ce processus complexe, vous devenez conscient. Vous voyez. Chaque étape de ce processus prend du temps. Mais ce temps n'est pas une entité externe, c'est la séquence même des interactions. Le temps émerge de la causalité, de la façon dont un événement mène à un autre. Et votre conscience du temps émerge de la façon dont votre cerveau organise ces interactions en une narration cohérente. Maintenant, revenons au trou noir. Nous avons dit que le temps s'arrête à l'horizon des événements du point de vue d'un observateur extérieur. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment ? Cela signifie que les interactions entre l'intérieur et l'extérieur du trou noir cessent. L'information ne peut plus voyager de l'intérieur vers l'extérieur. La causalité est rompue. Et sans causalité, sans interaction, il n'y a pas de temps partagé. C'est comme deux personnes qui cessent de communiquer. Pour chacune, le temps continue de s'écouler. Mais il n'y a plus de temps commun entre elles. Leurs histoires se séparent. Elles vivent dans des bulles temporelles distinctes. C'est exactement ce qui se passe à l'horizon d'un trou noir. L'intérieur et l'extérieur se séparent en deux régions causalement déconnectées, chacune avec son propre temps. Et voici quelque chose de vertigineux. Nous vivons tous dans des bulles temporelles légèrement différentes. La lumière voyage à une vitesse finie. Quand vous regardez la Lune, vous la voyez telle qu'elle était il y a 1 seconde et 3 dixièmes, le temps que la lumière a mis pour voyager de la Lune jusqu'à vos yeux. Quand vous regardez le Soleil, vous le voyez tel qu'il était il y a 8 minutes et 20 secondes. Quand vous regardez l'étoile la plus proche, Proxima du Centaure, vous la voyez telle qu'elle était il y a 4 années et 2 dixièmes. Votre maintenant n'est pas le code 14 de la Lune. Ce n'est pas le maintenant du Soleil. Ce n'est pas le code 16 de Proxima du Centaure. Chaque point de l'univers a son propre présent, sa propre bulle temporelle. Et ces bulles ne se synchronisent que lorsque l'information voyage entre elles, à la vitesse de la lumière. Les trous noirs poussent cette idée à l'extrême. Ils créent des bulles temporelles si déformées que la synchronisation devient impossible. L'intérieur et l'extérieur vivent dans des univers temporels complètement séparés. Et cela nous dit quelque chose de profond. Le temps n'est pas une rivière unique qui coule uniformément. C'est un réseau complexe de relations causales, de bulles qui se chevauchent, de rythmes qui se synchronisent et se désynchronisent. Mais voici la question la plus profonde de toutes, la question que nous avons évitée jusqu'à présent. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Pourquoi l'univers existe-t-il ? Pourquoi y a-t-il de l'espace-temps, de la matière, de l'énergie, des trous noirs, des étoiles, des planètes, vous ? Nous ne savons pas. C'est peut-être la plus grande question de toutes, et nous n'avons pas de réponse. Mais les trous noirs nous donnent un indice fascinant. Ils nous montrent que l'espace-temps lui-même peut être créé et détruit. Quand deux trous noirs fusionnent, ils créent de nouvelles régions d'espace-temps. Quand un trou noir s'évapore par le rayonnement de Hawking, l'espace-temps disparaît. L'espace-temps n'est pas éternel, il n'est pas immuable. Il est dynamique, créé et détruit par les processus physiques. Cela suggère que l'espace-temps lui-même pourrait avoir émergé de quelque chose de plus fondamental. Peut-être qu'avant le Big Bang, il n'y avait pas d'espace-temps. Peut-être qu'il y avait quelque chose d'autre, quelque chose que nous ne comprenons pas encore,
quelque chose qui n'est ni espace ni temps, mais qui peut donner naissance aux deux. Certains physiciens pensent que cet état primordial pourrait être décrit par la mécanique quantique pure, un état de superposition quantique où toutes les géométries possibles de l'espace-temps existent simultanément. Le Big Bang serait alors une transition de phase, un moment où une géométrie particulière émerge de cette superposition, créant l'univers que nous observons. D'autres pensent que l'univers pourrait être cyclique, qu'il passe par des cycles infinis d'expansion et de contraction, de Big Bang et de Big Crunches. Les trous noirs pourraient jouer un rôle crucial dans ces cycles, servant de pont entre un cycle et le suivant. D'autres encore pensent que notre univers pourrait être l'un parmi une infinité d'univers, un multivers où chaque univers a ses propres lois physiques, ses propres constantes, sa propre structure d'espace-temps. Les trous noirs pourraient être des portails entre ces univers, des connexions dans un réseau cosmique infiniment vaste. Toutes ces idées sont hautement spéculatives. Nous n'avons aucune preuve directe. Mais elles illustrent quelque chose d'important. Les trous noirs nous forcent à repenser nos hypothèses les plus fondamentales sur la nature de la réalité. Ils nous montrent que l'espace, le temps, la matière, l'énergie, tout ce que nous tenons pour acquis, pourrait être beaucoup plus étrange, beaucoup plus complexe, beaucoup plus mystérieux que nous ne l'imaginons. Et voici ce qui est vraiment extraordinaire. Nous, les humains, avec nos cerveaux de 1 kg et 400 grammes, composés de milliards de neurones qui ont évolué pour nous aider à trouver de la nourriture et à éviter les prédateurs sur les savanes africaines, nous sommes capables de comprendre tout cela. Nous sommes capables de concevoir des équations qui décrivent la courbure de l'espace-temps. Nous sommes capables de construire des instruments qui détectent les ondulations de l'espace-temps créées par des trous noirs en fusion à des milliards d'années-lumière. Nous sommes capables de photographier l'ombre d'un trou noir au centre d'une galaxie lointaine. Comment est-ce possible ? Comment des créatures aussi petites, aussi fragiles, aussi éphémères que nous, peuvent-elles comprendre des phénomènes aussi vastes, aussi puissants, aussi éternels que les trous noirs ? La réponse est à la fois humble et extraordinaire. Nous sommes faits de la même substance que les trous noirs. Les atomes de votre corps ont été forgés dans les cœurs d'étoiles qui ont explosé il y a des milliards d'années. Le carbone de vos cellules, l'oxygène que vous respirez, le fer dans votre sang, tout cela a été créé par la fusion nucléaire dans des étoiles massives. Et quand ces étoiles sont mortes, elles ont explosé en supernovae, dispersant ces éléments dans l'espace. Ces éléments se sont rassemblés pour former de nouvelles étoiles, de nouvelles planètes, et finalement, vous. Vous êtes littéralement de la poussière d'étoiles. Vous êtes l'univers devenu conscient de lui-même. Vous êtes une façon pour le cosmos de se connaître. Et quand vous contemplez un trou noir, quand vous essayez de comprendre comment le temps peut s'arrêter, vous participez à quelque chose de profondément significatif. Vous participez à l'auto-exploration de l'univers. Les trous noirs ne sont pas seulement des objets là-bas, dans l'espace lointain. Ils sont des parties de l'univers dont vous faites partie. Ils sont connectés à vous par une chaîne causale ininterrompue qui remonte au Big Bang. Les mêmes lois physiques qui gouvernent les trous noirs gouvernent les atomes de votre corps. La même relativité générale qui décrit la courbure de l'espace-temps autour d'un trou noir décrit la courbure minuscule créée par votre propre masse. Vous êtes un phénomène gravitationnel. Minuscule, certes. Votre masse courbe l'espace-temps autour de vous d'une quantité infinitésimale. Mais cette courbure est réelle. Elle est mesurable en principe. Vous créez votre propre petit puits gravitationnel. Et dans ce puits, le temps s'écoule légèrement plus lentement qu'à distance de vous. L'effet est ridiculement petit, complètement négligeable. Mais il est là. Vous affectez le temps simplement en existant. Et voici quelque chose de vraiment vertigineux. Chaque fois que vous vous déplacez, vous créez des ondulations dans l'espace-temps. Quand vous levez votre bras, vous déplacez de la masse, et cette masse en mouvement crée de minuscules ondes gravitationnelles. Ces ondes sont incroyablement faibles, bien trop faibles pour être détectées par n'importe quel instrument. Mais elles existent. Elles se propagent à travers l'univers à la vitesse de la lumière. Elles portent de l'information sur votre mouvement.
Elles sont votre signature gravitationnelle dans le tissu de l'espace-temps. Vous n'êtes pas séparé de l'univers, vous êtes l'univers. Vous êtes une configuration particulière de l'espace-temps et de la matière, une configuration qui a évolué pour devenir consciente, pour observer, pour questionner, pour comprendre. Et cette compréhension elle-même est un phénomène physique. Vos pensées sont des patterns d'activité neuronale. Ces patterns sont des configurations de champs électromagnétiques. Ces champs sont des aspects de l'espace-temps. Votre conscience est l'espace-temps devenu conscient de lui-même. Les trous noirs nous enseignent que le temps n'est pas ce que nous pensions. Mais ils nous enseignent aussi quelque chose de plus profond. Nous ne sommes pas ce que nous pensions. Nous ne sommes pas des observateurs extérieurs de l'univers. Nous sommes des participants. Nous sommes des parties de l'univers qui se sont organisées de manière suffisamment complexe pour observer le reste de l'univers. Nous sommes des miroirs dans lesquels l'univers se contemple. Et quand nous contemplons un trou noir, quand nous essayons de comprendre comment le temps peut s'arrêter, nous participons à quelque chose de cosmiquement significatif. Nous participons à l'éveil de l'univers à sa propre nature. Nous sommes l'univers en train de se découvrir. Mais reconnaissons aussi l'immensité de ce que nous ne savons pas. Nous ne savons pas ce qui se passe réellement à la singularité. Nous ne savons pas comment réconcilier la relativité générale et la mécanique quantique. Nous ne savons pas si le temps est fondamental ou émergent. Nous ne savons pas pourquoi l'univers existe. Nous ne savons pas s'il y a d'autres univers. Nous ne savons pas si les trous noirs sont des portails vers d'autres régions de l'espace-temps. Nous ne savons pas si la conscience elle-même est un phénomène purement physique ou si elle implique quelque chose de plus. Nous ne savons pas pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. Nous ne savons pas quelle est la nature ultime de la réalité. Et peut-être que nous ne le saurons jamais. Peut-être que certaines questions sont au-delà de notre capacité de compréhension. Peut-être que l'univers est plus vaste, plus profond, plus mystérieux que ce que notre cerveau de primate peut concevoir. Peut-être que nous sommes comme des fourmis, essayant de comprendre la mécanique quantique. Nous pouvons observer, nous pouvons mesurer, nous pouvons créer des modèles mathématiques. Mais la compréhension profonde, intuitive, pourrait nous échapper à jamais. Mais cette ignorance n'est pas une raison de désespérer. C'est une raison de s'émerveiller. C'est une invitation à l'humilité. C'est un rappel que l'univers est plus grand que nous, plus ancien que nous, plus mystérieux que nous, et que notre quête pour le comprendre, aussi incomplète soit-elle, est l'une des choses les plus belles que nous puissions faire. Parce que dans cette quête, nous transcendons nos limites individuelles. Nous nous connectons à quelque chose de plus grand que nous. Nous participons à une conversation qui a commencé avec les premiers humains qui ont levé les yeux vers le ciel étoilé et qui se demandaient ce qu'ils voyaient. Cette conversation s'est poursuivie à travers les millénaires, à travers les cultures, à travers les générations. Et elle continue aujourd'hui, avec vous, en ce moment, alors que vous contemplez la nature du temps et des trous noirs. Vous faites partie de cette conversation. Vous êtes un maillon dans cette chaîne de questionnement qui s'étend du passé profond vers le futur lointain. Et même si vous ne trouvez jamais toutes les réponses, même si personne ne les trouve jamais, le simple fait de poser les questions, le simple fait de chercher, le simple fait de s'émerveiller, c'est déjà quelque chose de profondément significatif. Alors revenons une dernière fois à ce moment simple. Fermez les yeux. 3 secondes. Ouvrez-les. Ces 3 secondes que vous venez de vivre sont uniques. Elles ne se reproduiront jamais. Elles sont votre présent, votre maintenant, votre expérience du temps qui passe. Et quelque part, à 26 000 années-lumière d'ici, au centre de notre galaxie, un trou noir de 4 millions de masses solaires existe. À son horizon, le temps s'est arrêté du point de vue de l'univers extérieur. Mais à l'intérieur, pour quelqu'un qui tomberait, le temps continue, menant inexorablement vers un futur inconnu. 2 réalités. 2 temps, tous 2 vrais, tous 2 mystérieux, tous 2 parties du même univers extraordinaire dont vous faites partie. Le temps n'est pas ce que vous croyez, il n'est pas universel, il n'est pas constant,
Il n'est pas indépendant de l'espace. Le temps est une propriété émergente de l'espace-temps, quelque chose qui peut être courbé, dilaté, arrêté. Et votre expérience du temps, cette sensation que le présent existe, que le passé est révolu, que le futur n'est pas encore arrivé, cette expérience est aussi mystérieuse que ce qui se passe à l'horizon d'un trou noir. Peut-être que les questions sont plus importantes que les réponses. Peut-être que le mystère est plus précieux que la certitude. Peut-être que l'émerveillement est plus profond que la compréhension. Les trous noirs nous enseignent que l'univers est plus étrange que nous ne pouvons l'imaginer. Et que nous, créatures éphémères sur une planète minuscule, orbitant autour d'une étoile ordinaire dans une galaxie parmi des milliards, nous sommes capables de contempler ces mystères, de poser ces questions, de participer à cette exploration cosmique. C'est extraordinaire. C'est humiliant. C'est inspirant. Et c'est votre héritage, simplement parce que vous êtes humain, simplement parce que vous êtes conscient, simplement parce que vous êtes capable de vous demander « Comment les trous noirs arrêtent-ils le temps ?» La réponse est complexe, fascinante et profondément mystérieuse. Mais peut-être que la vraie réponse n'est pas dans les équations ou les observations. Peut-être que la vraie réponse est dans le fait que vous pouvez poser la question, que vous pouvez vous émerveiller, que vous pouvez chercher à comprendre. Parce que dans cette recherche, vous êtes l'univers en train de se connaître lui-même.